Tendance première. 10h, 11h30. Notre tendanceur du jour nous a rejoint avec beaucoup de plaisir. On retrouve Kamal Messaoudi. Bonjour Kamal. Bonjour, vous allez bien? Ben oui, notre spécialiste geek et zone geek pour la chaîne YouTube. Exactement. On va parler jeux vidéo. Oui, alors tout d'abord, j'espère que votre déconfinement se passe bien. Hein. On déconfine. On déconfine. Moi, personnellement, je monte en puissance petit à petit, tel le super-héros enfilant son costume. Je suis bientôt prêt à redevenir mi-homme, mi-geek. En fait, non, je suis tombé dedans quand j'étais petit, je vous rassure. Alors, ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de métaphores et de messages cachés dans les objets filmiques de mon enfance. Enfin, ceci dit, Alien pour les enfants... Oui, non, pas tout de suite. Pas vraiment. Bah oui, le 7e art, il a ce pouvoir de la métaphorisation et des messages à caractère universel. On le sait tous. Cependant, on oublie toujours que les jeux vidéo aussi, et même les plus anciens. En effet, jouer à des jeux vidéo et surtout en parler dans sa cour de récréation dans les années 80, je parle de mon cas précis, était considéré à l'époque comme un loisir de nerd de cave, voire pire, de rejeter de la classe du fond à côté du radiateur. Et oui, moi je suis fier d'avoir passé du temps à côté du radiateur, vous savez, je parlais au vieux morceau de chewing-gum rose collé dedans qui ressemblait à Krang. Je ne sais pas si vous voyez qui est Krang. Non. C'est ce méchant personnage dans les Tortues Ninja qui avait la forme d'un cerveau tout rose. Bon, je m'égare, je sais, mais il fallait que je le dise, Nerd Pride. He's the angriest gamer you've ever heard. He's the angry Nintendo nerd. He's the angry Atari Sega nerd. Alors ça, c'est mon idole, le Angry Video Game Nerd. Qu'est-ce qu'il dit que... En fait, voilà, il fait les jeux sont pour les nerds, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. C'est le générique de sa chaîne YouTube qui est extraordinaire, qui parle de jouets rétro et qui, comme moi, mais aux États-Unis, c'est un petit peu le nerd universel, parle de jeux vidéo, certains cachés, certains connus, mais il y met cette touche pour montrer à quel point ces jeux sont émotionnels. Et j'ai choisi pour vous 3 jeux qui sont assez universels, qui sont rétro, qui pourraient paraître très simplistes, qui m'ont marqué et qui vous ont marqué vous aussi, j'en suis sûr, et vous allez comprendre pourquoi. Commençons par peut-être la base et le jeu le plus universel, je pense. Oh, chouette, une version accordéon. Oui, je trouvais ça plus cool, une version accordéon. C'est vintage, c'est roots. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis qu'on dit souvent que l'important dans la vie est le chemin? Quand je vous dis aussi le voyage, c'est le train, c'est pas la gare. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Est-ce que ça éveille en vous des métaphores, des messages? Non. Eh bien, en fait, effectivement, beaucoup d'entre nous focus sur la destination d'un projet de vie. Nous oublions que les étapes pour y arriver sont souvent plus importantes que le résultat final. Ouais. En pédagogie active aussi, on dit souvent que le parcours pour y arriver est plus puissant que ce qui en résulte. Eh bien, c'est un concept que ce jeu, Mario Bros, Super Mario Bros, m'a appris. Ah, d'accord, je voyais pas le lien. Je me suis dit, où est-ce qu'on va ? Eh bien, moi, je l'ai vu tout petit. Quel jeu mythique, quel succès interplanétaire. Il faut savoir que le jeu Super Mario Bros, sorti en 1985 aux États-Unis ou 86 chez nous en Belgique, s'est vendu à 40 millions d'exemplaires. C'est un jeu vidéo de plateforme développé par la marque Nintendo, sorti donc en 85. À l'origine, sur la NES, il s'agit du premier jeu de la série Super Mario. Le joueur y contrôle Mario, voyage à travers le royaume champignon, et oui, afin de sauver la princesse Toadstool des griffes de Bowser. Ah, elle s'appelle Toadstool, la princesse ? C'est son nom à rallonge, mais on l'appelle Toad pour les intimes. D'accord. L'antagoniste, bien sûr, de Mario, c'est bien sûr ce Bowser, ce dragon que vous avez sûrement vu. Le jeu est jouable à 2 joueurs. Le premier contrôlant Mario, le second Luigi. Vous vous souvenez, on en avait parlé, Ruigi en japonais, qui signifie l'autre. C'est le frère de ce dernier. À chaque niveau, il faut donc suer, sauter, déjouer les pièges, passer dans les tuyaux, en ressortir, bouffer du champignon et des étoiles. Tout ça pour arriver dans un château vide, complètement vide. Et oui, c'était ça un petit peu le twist de ce jeu. À chaque niveau, on pense avoir sauvé la princesse, mais non, on nous annonce qu'elle n'est pas dans ce château et on continue encore et encore, déjouant les pièges, trouvant les passages secrets. Car c'est aussi ça, Mario, un chemin ne menant pas forcément vers la victoire, mais en passant des épreuves, on apprend des choses, et c'est cela qui est beau. La victoire n'est pas tout, le chemin est important. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'Homo Ludus ? L'Homo Ludus ? Oui, c'est la nouvelle version améliorée de l'Homo erectus. C'est l'homme qui apprend par le jeu. Beaucoup de créateurs de jeux vidéo croient en cette théorie que nous sommes dans une génération de gens qui apprennent par le jeu. Et ne pas uniquement dans le jeu vidéo, de manière générale. On parle de gamification d'ailleurs. Oui, effectivement. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Et oui. Ah, mais ça vient de là.
Bah oui, là où on n'a pas besoin de route. Et tout ça. Bah oui, Retour vers le futur, Doc Brown l'avait déjà prédit. Et oui, les jeux, les plus simples peuvent aussi détenir des messages très puissants. Là, je vous ai parlé de la route, l'important est le chemin, mais j'ai une preuve encore plus flagrante avec un jeu qui peut paraître très très simpliste. Moi, c'est la première fois où quelqu'un m'a dit baisse le son. C'est pas vrai. Coupe le son, s'il te plaît. Mais c'est tellement magnifique. Vous reconnaissez le thème unique de Pac-Man. C'est une version remixée, évidemment, pour donner un peu plus de peps. Comment ne pas connaître ce monument de jouabilité et de simplicité? Mais c'est plus qu'un jeu, c'est considéré comme un loisir universel. Oui. Simple, oui, mais extrêmement symbolique. Si je vous parle de Stanley Kubrick, réalisateur mythique, oui. Vous connaissez, vous voyez un lien? Ça peut paraître extrêmement obscur. Eh bien, moi, si. Je ne suis pas le seul à avoir des liens comme ceux-ci. En effet, chez Kubrick, le thème qui revient dans toutes ses œuvres, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'homme face au labyrinthe ou l'homme labyrinthe, confronté à des choix et à ses propres errements. Qu'il soit visible, le labyrinthe, on le voit dans Shining, si vous vous souvenez, à la fin du film. Oui. Toute la scène de fin est dans un véritable jardin labyrinthe. Ou imagé dans 2001, où la vie des hommes est une quête de sens dans un monde qui n'a plus aucun sens. Ou encore dans Eyes Wide Shut, extraordinaire film, où le non-dit crée le labyrinthe d'interprétation du réel. Vous le voyez le lien maintenant? Toujours pas? Si, oui, je vous suis là, oui, tout à fait. Vous savez, j'ai fait tester à des jeunes Pac-Man l'année dernière, à l'époque où on pouvait vivre non confiné sur une bande d'arcade, et ils sont restés fascinés par la jouabilité et le plaisir que peut procurer l'expérience Pac-Man et son labyrinthe. Mais Pac-Man, c'est quoi finalement? Pac-Man, à l'origine Puckman, vous vous souvenez, on en avait parlé, les jeunes frottaient le P pour en faire un F, ça fait... Ah oui, Pac-Man. Non. Oui. Est un jeu vidéo créé par Toru Iwatani, donc un japonais, par l'entreprise japonaise Namco, sorti en 1980, mon année de naissance, faut-il y voir un signe. Le jeu consiste à déplacer Pac-Man, un personnage qui, vu de profil, ressemble à un diagramme circulaire à l'intérieur d'un labyrinthe, afin de lui faire manger toutes les Pac-gommes. Vous savez, c'est ces petites balles, toutes sympas, qui s'y trouvent en évitant d'être touchés par des fantômes qui ne peuvent se faire manger que si l'on ingère ces fameuses Pac-gommes. En effet, Pac-Man, c'est aussi ce symbole de l'être qui erre en quête de sens et de plaisir illusoire via les Pac-gommes. Encore une fois, la force de ce type de jeu est d'y voir aussi plusieurs niveaux de lecture. Vous pensez peut-être que le message ne peut pas être si poussé. C'est pourtant ce qui en fait une œuvre artistique. Elle peut permettre moult interprétations. De la basique jusqu'à la plus complexe. La Joconde peut être autant un portrait simple qu'une expérience mystique unique, n'est-ce pas ? Vous l'avez reconnu vous-même, vous êtes extraordinaire. Ça, c'était... Je vais terminer par la némésis de Mario, comme on l'a souvent appelé. Et oui, pas de raison pour que Nintendo soit le seul à proposer un jeu de plateforme à succès dans les 80s et les 90s. Sega lance donc Sonic. Sonic ou Sonic the Hedgehog, Sonic le hérisson, est le personnage principal de la série jeux vidéo Sonic the Hedgehog, édité par la compagnie Sega. C'est ça. Le premier jeu vidéo Sonic the Hedgehog, sorti en 1991, est dans le but de doter Sega d'une mascotte qui puisse rivaliser avec notre plombier national à moustache, à savoir Mario. Depuis, donc, Sonic est devenu l'un des personnages de jeux vidéo les plus connus au monde. Tout le monde le connaît, il est beau, il est bleu, il est piquant, avec des jeux qui se sont vendus à plus de 70 millions d'exemplaires. Vous imaginez, bien plus que Thriller de Michael Jackson, par exemple. Il aurait pu être un lapin ou une caricature de Theodore Roosevelt en pyjama. Et oui, ils ont réfléchi à différents designs, dont Theodore Roosevelt en pyjama. Non. Mais ils ont choisi ce hérisson bleu, c'est quand même bien plus cool. Oui, et bien plus convaincant, quand même. Oh mon Dieu, j'imagine pas l'image de Theodore Roosevelt dans ce jeu. Oui. Mais est-ce que vous avez déjà vu un hérisson bleu, en fait? Non, mais là, c'est un jeu, donc c'est ludique, c'est normal. Voilà. Et puis il était bleu aussi pour concorder avec les couleurs de Sega, qui étaient bleues aussi. Ah bah oui. Et ses chaussures, alors ça c'est une histoire, une anecdote complètement bizarroïde, mais ses chaussures sont inspirées des couleurs de l'album Bad de Michael Jackson. C'est véridique. Ah oui? Ouais, c'est les mêmes couleurs. Bon, on y voit des liens un peu bizarres, je vous l'avoue. Mais ce qui est fou avec ce personnage, en fait, à l'apparence très simple, c'est qu'il est doté de toute une personnalité. Pour vous donner un exemple, Sonic est un hérisson anthropomorphique bleu céruléen de 15 ans. C'est précis, il a 15 ans. Il a 15 ans? Oui, qui possède la particularité de pouvoir courir à la vitesse du son, soit 1224 km/h. Sonic, il est loyal et courageux. Il est prêt à prendre de nombreux risques pour venir en aide à des innocents. Néanmoins, il ne se sent pas investi d'une mission quelconque. En fait, ce n'est pas dans son devoir, mais simplement par principe. Il préfère vivre selon ses propres règles, plutôt que celle des autres. Sonic aussi est aquaphobe, il a peur de l'eau, tout simplement parce qu'il ne sait pas nager et lorsqu'il est dans l'eau, il perd tous ses moyens, ce qui l'empêche aussi d'utiliser ses capacités en combat.
Mais il n'hésite pas à surmonter sa peur pour sauver ses amis de la noyade. Oui, il a beaucoup d'amis, Sonic, notamment Knuckles, si vous vous en souvenez. Non. Un petit renard. Ah oui, d'accord. Oui. C'est ce qui fait la force de ce personnage, des défauts et des idéaux qui ne font pas forcément l'unanimité. Ce personnage nous donnait aussi une autre vision, loin des clichés édulcorés, mais ça nous le réalisions bien plus tard, lorsqu'on était adulte, que ce n'était pas un personnage parfait. Tout le monde n'agit pas pour les mêmes buts et il faut pouvoir se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses idéaux. Surtout s'ils sont fondés sur des sentiments forts, comme c'était le cas pour Sonic, notre ami à tous. Ce n'est donc pas parce que c'est simple que ce n'est pas rempli de messages cachés et sous-jacents. Et la culture du jeu vidéo en est pleine de ces messages cachés, qui a souvent été considéré comme une sous-culture à l'époque. Mais ce qui en fait pour moi un art noble et qui est à mettre au même piédestal que le 7e art et donc le cinéma. Et oui, même le jeu Mortal Kombat, considéré comme violent et plein de symboles. Voilà, on rentre dans du dur là quand même. C'est hardcore, c'est dur, mais c'est aussi empli de symboles. J'aurais pu vous parler aussi d'Arcanoid, de Tetris, de Zelda, de Donkey Kong et bien d'autres jeux, mais ce sera peut-être pour un autre jour parce que chaque jeu vidéo cache son message et on les découvrira peut-être un jour. Ah bah, Tetris, Zelda et Donkey Kong pour la prochaine fois, d'accord ? Avec plaisir. Merci beaucoup, Kamel. Merci à vous. On se quitte avec Kezia Jones, Beautiful Emily, et on se retrouve demain. Bien sûr, on vous laisse avec Jérôme Collin, Entrée sans frapper. Merci d'être resté avec nous.